40 tentatives alléguées, 19 officiers cités et une extradition qui tombe comme une alarme. Dans le récit source, ce geste n'est pas symbolique. Il affirme qu'un dossier déjà étayé doit sortir des canaux confidentiels, tracer des lignes rouges et placer la coopération régionale face à l'influence extérieure. Pour le public, que change Ibrahim Traoré lorsqu'il rend l'affaire publique plutôt que souterraine ? Parce qu'à partir de là, chaque silence pèse, chaque délai nourrit la méfiance, et la sécurité de millions de vies devient l'arrière-plan immédiat, avant même toute décision formelle désormais. Ce qui suit ne cherche ni à convaincre, ni à dénoncer, mais à clarifier. En retraçant cette séquence, l'objectif est de montrer pourquoi une demande d'extradition peut dépasser un conflit individuel pour toucher des domaines concrets, sécurité intérieure, relations diplomatiques et stabilité économique régionale. Le bénéfice pour le public est précis. Comprendre les mécanismes réels en 10 à 15 minutes sans slogan ni raccourci. Dans le cadre décrit par la source, l'enjeu central est simple à formuler, mais lourd de conséquences. Si une tentative de renversement armé est tolérée au nom d'équilibres diplomatiques fragiles, alors la souveraineté devient conditionnelle. A l'inverse, si la procédure suit son cours, elle redéfinit les règles du jeu entre États voisins. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme une figure abstraite, mais comme l'acteur d'un test institutionnel dont les effets se mesurent avant même toute décision judiciaire. Ce récit promet donc une lecture structurée des risques, des coûts comparés et des conséquences observables afin que chacun puisse juger la portée réelle de ce moment. 40 tentatives évoquées depuis l'arrivée au sommet de l'État, dont une visant 19 officiers identifiés comme cibles prioritaires. Ce double chiffre n'est pas présenté comme une statistique froide, mais comme un repère destiné à montrer une pression répétée, installée dans la durée et jugée structurelle par les autorités. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas décrit comme réagissant à un incident isolé, mais comme opérant dans un environnement où la menace est perçue comme constante, diffuse et transfrontalière. Pour comprendre cette séquence, il faut la replacer dans le contexte sécuritaire du Sahel. Le Burkina Faso évolue depuis plusieurs années dans un cadre marqué par des attaques armées, des tensions régionales persistantes et une défiance croissante envers certaines influences extérieures. Les transitions politiques successives ont fragilisé les équilibres institutionnels tout en renforçant le rôle de l'appareil militaire dans la gestion de l'État. Cette combinaison crée un terrain où chaque signal de menace est interprété avec une sensibilité accrue. Dans ce contexte, le recours au langage juridique et diplomatique prend un sens particulier. La demande d'extradition décrite par la source n'est pas présentée comme une rupture soudaine, mais comme l'aboutissement d'une accumulation de signaux, alertes sécuritaires répétées, soupçons de réseaux de soutien extérieur, mouvements discrets, jugés coordonnés. Avant la décision formelle s'installe une phase d'attente tendue où le risque est perçu comme réel sans encore justifier une confrontation ouverte. La mini-révélation tient dans ce basculement. Lorsque les services affirment disposer d'éléments suffisants pour relier un responsable en exil à un projet violent structuré, le discours passe du conditionnel à l'affirmatif. La mention publique d'une liste de 19 officiers transforme alors une menace abstraite en scénario concret, associé à des fonctions stratégiques. À partir de là, l'inaction est présentée comme plus coûteuse que l'exposition. Ce cadre explique pourquoi la procédure est décrite comme un test institutionnel plutôt que comme un simple épisode judiciaire. La question centrale devient celle-ci. Les mécanismes régionaux peuvent-ils absorber une telle crise sans basculer vers l'escalade ? Pour mesurer l'effet immédiat de cette séquence, la source invite à quitter les chancelleries et à observer le terrain. L'affaire n'est pas décrite comme une abstraction politique, mais comme une menace ressentie par des individus identifiés et par les structures locales de protection. Un premier cas évoqué concerne des communautés rurales situées à proximité de zones instables, où la sécurité repose sur des relais précis plutôt que sur des dispositifs visibles. Les officiers cités ne sont pas présentés comme de simples noms sur une liste. Ils apparaissent comme des coordonnateurs de convois, des intermédiaires entre l'armée et les civils, et des garants d'un minimum d'ordre quotidien. Lorsqu'ils sont désignés comme cibles potentielles,
L'effet immédiat n'est pas la panique, mais un sentiment de vulnérabilité collective. La menace prend un visage et la sécurité cesse d'être un concept lointain. Un second niveau d'impact se manifeste dans les centres urbains, l'information circule rapidement, nourrissant une atmosphère d'alerte diffuse. Les réactions rapportées suggèrent une vigilance accrue, marquée par des rassemblements spontanés et une attention renforcée portée aux décisions des autorités, sans basculer dans une agitation ouverte. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est perçu moins comme un dirigeant distant que comme un point de référence autour duquel se cristallisent attentes et inquiétudes. L'impact précoce réside donc dans cette translation. Un dossier diplomatique devient un enjeu vécu, capable de modifier des comportements avant toute décision formelle. Lorsque la sécurité est personnalisée, chaque signal politique compte immédiatement et le coût de l'ambiguïté se fait sentir sans délai. La séquence décrite dans la source commence par une phase d'activation progressive, sans annonce spectaculaire. Avant toute demande formelle, les signaux s'accumulent, alertes sécuritaires répétées, informations fragmentées sur des réseaux de soutien extérieur et mouvements discrets présentés comme coordonnés. Cette période n'est pas celle de la décision, mais celle d'une attente sous tension, où le risque est perçu comme réel sans encore justifier une rupture diplomatique ouverte. Dans ce climat, chaque élément isolé peut sembler insuffisant, mais leur persistance installe l'idée d'une menace structurée. Le basculement intervient lorsque les services de sécurité affirment disposer d'éléments jugés suffisants pour relier un ancien responsable en exil à un projet violent organisé. À partir de ce moment, le discours change de registre. Ce qui relevait du conditionnel devient affirmatif et la narration insiste sur la cohérence interne du dossier. La mention explicite d'une liste de 19 officiers visés joue ici un rôle clé. Elle transforme une inquiétude diffuse en scénario concret, associé à des personnes identifiables et à des fonctions stratégiques. L'inaction est alors présentée comme plus risquée que l'exposition publique. Le point culminant est atteint avec la rédaction et la transmission officielle de la demande d'extradition aux autorités du pays voisin. Le document est décrit comme un acte juridique ferme, dépourvu de formules conciliantes. Sa visibilité est assumée. Il ne s'agit plus de gérer l'affaire dans des canaux confidentiels, mais de forcer une prise de position claire. À ce stade, Ibrahim Traoré apparaît comme l'acteur qui accepte de transformer un dossier sensible en enjeu régional, en prenant le risque d'une crispation diplomatique mesurable. L'épée réplique se déploie ensuite sur plusieurs plans. Sur le plan diplomatique, la source évoque une intensification des échanges, marquée par un ton plus direct et une réduction des précautions habituelles. Il ne s'agit pas d'une escalade immédiate, mais d'un état de tension prolongé où chaque camp observe, interprète et anticipe les signaux de l'autre. Sur le plan sécuritaire interne, un renforcement de la vigilance est rapporté, signe que la mise au jour du dossier est perçue comme susceptible de provoquer des réactions adverses. Une autre réplique est d'ordre symbolique. La demande d'extradition devient une ligne de démarcation. Soit les mécanismes de coopération régionale sont activés, soit un précédent de contournement s'installe. Dans cette lecture, l'initiative dépasse la recherche de responsabilité individuelle. Elle teste la crédibilité des engagements entre États voisins, où le silence, l'hésitation ou le refus acquièrent une signification politique propre. La séquence ne se clôt donc pas avec l'envoi du document. Elle ouvre un nouveau cycle. Le avant et le après ne renvoient plus seulement à une chronologie, mais à un changement de registre. Le passage d'un soupçon, géré en coulisses, à une épreuve publique, dont les effets continuent de se déployer dans le temps et de structurer les décisions à venir. Le raisonnement chiffré présenté dans la source s'ouvre sur un contraste clair. Avant, la menace est décrite comme diffuse et répétée. Après, elle est rendue lisible par quelques repères numériques destinés à structurer la décision. Cette bascule ne cherche pas la précision mathématique, mais l'écart de perception entre un risque abstrait et un coût jugé désormais mesurable. C'est dans cet espace que s'inscrit l'argumentation associée à Ibrahim Traoré. Le premier repère est celui des 40 tentatives évoquées contre le pouvoir en place depuis l'arrivée au sommet de l'État. Ce nombre n'est pas introduit comme une statistique isolée, ni comme un taux de réussite ou d'échec.
Il sert à installer l'idée d'une pression constante, cumulée et présentée comme structurelle. La source insiste sur la répétition plutôt que sur l'issue de chaque épisode. Malgré leur multiplicité alléguée, aucune de ces tentatives n'aurait abouti à un renversement effectif. L'écart mis en avant n'est donc pas quantitatif, mais qualitatif. Intensité annoncée des menaces d'un côté, absence de résultat final de l'autre. Cette différence est mobilisée pour soutenir l'idée d'un appareil sécuritaire jugé plus cohérent et plus vigilant qu'auparavant, sans entrer dans des détails opérationnels invérifiables. Le deuxième repère chiffré concerne la liste de 19 officiers identifiés comme cibles prioritaires. Ici encore, le chiffre n'est pas neutre. Il matérialise la concentration de la menace. Ces officiers ne sont pas décrits comme un groupe aléatoire, mais comme un noyau occupant des fonctions clés pour la sécurité nationale. L'argument repose sur un écart simple. Avant la divulgation, ces figures opérant dans une relative discrétion, après leur exposition transforme la menace en enjeu public. Toucher ce groupe reviendrait, selon la narration, à créer un vide stratégique immédiat. Le chiffre sert donc à rendre tangible la gravité de l'hypothèse, non à en calculer la probabilité. Un troisième repère élargit l'échelle. 22 millions d'habitants présentés comme potentiellement concernés par les conséquences indirectes d'une déstabilisation institutionnelle. Ce passage du micro au macro constitue le cœur du raisonnement. Le chiffre démographique rappelle que l'impact d'un complot ciblé ne se limiterait pas à des cercles militaires restreints. L'écart souligné est celui des conséquences, d'une menace circonscrite à des individus identifiés à un risque diffus affectant la sécurité, l'économie et la confiance collective. En réunissant ces trois nombres, la source ne prétend pas démontrer par la précision statistique, elle cherche une cohérence relative entre chiffres et narration. La répétition des tentatives installe le contexte, la concentration des cibles matérialise la gravité, et l'ampleur de la population concernée élargit l'enjeu. Ensemble, ces repères servent à justifier une action présentée comme préventive. L'argument final est implicite mais constant. Le coût perçu de l'inaction serait supérieur à celui de l'exposition diplomatique, même si cette dernière comporte ses propres risques. L'argumentation opposée la plus fréquemment évoquée repose d'abord sur la stabilité régionale. Selon cette lecture, une demande d'extradition formulée de manière abrupte risquerait de fragiliser des relations diplomatiques déjà sensibles. Exposer publiquement un différend judiciaire entre États voisins pourrait nourrir la méfiance, réduire les marges de médiation et créer des effets de contagion dans un espace régional marqué par des équilibres précaires. Dans ce cadre, la prudence et le traitement discret des accusations seraient perçus comme des garanties contre une escalade inutile. Un second argument insiste sur la fragilité supposée des preuves. Les critiques soulignent que les éléments évoqués dans le discours public ne sont pas soumis à ce stade à un examen indépendant et contradictoire. En l'absence de procédures transparentes accessibles à des observateurs extérieurs, la demande d'extradition pourrait être interprétée comme politiquement motivée. Cette lecture met en avant le risque d'un précédent où des accusations graves circuleraient avant toute validation judiciaire formelle, affaiblissant la confiance dans les mécanismes juridiques régionaux. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils renvoient à des préoccupations réelles, préserver les équilibres régionaux et éviter l'instrumentalisation de la justice. La réponse proposée dans la source s'articule toutefois autour d'une logique différente. D'une part, la stabilité invoquée est présentée comme déjà fragilisée par la répétition alléguée des tentatives et par leur caractère transfrontalier. Dans ce raisonnement, le silence ou la gestion en coulisses n'atténuerait pas le risque, mais l'accumulerait. D'autre part, concernant la question des preuves, la narration insiste sur la nature même de la demande d'extradition. Elle est décrite comme un mécanisme juridique destiné à déplacer le débat vers un cadre formel plutôt qu'à le clore. L'acte public ne serait pas la conclusion du processus, mais son déclencheur. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré est présenté non comme celui qui tranche, mais comme celui qui force l'ouverture d'une procédure où les accusations peuvent être testées, contestées ou confirmées selon des règles établies.
La controverse ne juxtapose donc pas justice et stabilité, mais deux visions concurrentes de la prévention du désordre régional, chacune avec ses coûts et ses incertitudes. La révélation centrale proposée par la source ne tient pas à un fait nouveau, mais à un déplacement du regard. Ce qui apparaissait jusqu'ici comme une réaction sous contrainte est relu comme une initiative destinée à provoquer une clarification. La demande d'extradition cesse d'être perçue comme un simple acte juridique pour devenir un instrument de reconfiguration stratégique. À ce stade du récit, la logique se précise. L'objectif ne serait plus seulement de poursuivre un individu précis, mais de mettre fin à une zone grise régionale. En rendant l'affaire publique, le processus oblige chaque partenaire à sortir d'une posture d'attente. Le silence, l'hésitation ou le refus deviennent des choix politiques visibles. C'est ici que la perspective bascule. La procédure n'est plus un risque subi, mais un levier assumé. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas décrit comme réagissant à la pression des événements. Il apparaît comme un acteur qui utilise le cadre légal pour forcer un réalignement des positions régionales. Ce qui semblait défensif devient offensif sur le plan institutionnel, sans recourir à une escalade militaire ou à un langage de rupture. La demande d'extradition agit ainsi comme un révélateur. Elle expose les rapports de force réels et les marges de manœuvre limitées des cadres existants. La question n'est plus de savoir si la crise peut être évitée, mais comment elle sera absorbée et par quel mécanisme collectif. À partir de la révélation médiane, les effets potentiels de la demande d'extradition se déclinent selon les acteurs et la source insiste sur la nécessité de les examiner séparément. Pour les institutions étatiques, la première conséquence concerne la crédibilité. Une réponse claire, quelle qu'elle soit, renforcerait l'idée que les mécanismes juridiques régionaux peuvent à nous fonctionner même sous pression politique. A l'inverse, une absence de décision prolongée nourrirait la perception d'un droit à géométrie variable, où les engagements formels cèdent face aux calculs diplomatiques. Dans cette lecture, l'initiative portée par Ibrahim Traoré place les États voisins devant un choix structurant pour leur image et leur autorité institutionnelle. Du côté du tissu économique, les répercussions sont décrites comme indirectes mais sensibles. Un climat diplomatique tendu peut ralentir certains échanges, retarder des projets transfrontaliers ou accroître la prudence des investisseurs régionaux. La source souligne toutefois un point de nuance. Le coût économique n'est pas présenté comme automatique. Il dépend de la durée de la crise et de la lisibilité du processus. Une clarification rapide, même conflictuelle, pourrait réduire l'incertitude à moyen terme. A l'inverse, un enlisement prolongé entretient un climat d'attentisme, souvent plus pénalisant que la confrontation elle-même. Pour les citoyens, les conséquences se jouent avant tout sur le terrain perceptif et sécuritaire. La diffusion d'informations sur des complots présumés et des listes de cibles renforce un sentiment d'exposition, en particulier dans les zones déjà fragilisées. Dans le même temps, la mise en avant d'une réponse institutionnelle est décrite comme un facteur de réassurance partielle. Le message implicite est que l'État ne se contente pas de gérer en coulisses, mais assume publiquement la protection de ses cadres et par extension de la population. La sécurité devient alors une question visible, débattue, parfois anxiogène, mais rarement ignorée. À l'échelle régionale, enfin, l'enjeu dépasse les frontières nationales. Le dossier est présenté comme un précédent pour la gestion future des crises transfrontalières. S'il débouche sur une coopération effective, il pourrait renforcer la confiance entre partenaires du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. En revanche, un échec ou un refus explicite risquerait de consolider une logique de méfiance et de repli, où chaque État privilégie ses intérêts immédiats au détriment de cadres communs. Dans ce cas, la gestion du risque devient plus coûteuse, car chaque acteur anticipe des réactions adverses plutôt qu'une médiation collective. Dans cette analyse, Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui qui contrôle l'issue que comme le catalyseur de ses conséquences. Son initiative oblige chaque acteur à révéler ses priorités. Les effets réels ne se mesureront pas uniquement par une décision judiciaire, mais par l'évolution des comportements institutionnels, économiques et sociaux qui en découleront. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, la source permet de dégager 3 trajectoires plausibles sans leur attribuer de probabilité chiffrée.
La première est celle d'une stabilisation sous tension. Dans ce scénario, la demande d'extradition reste en suspens, traitée par des échanges procéduraux lents. Les canaux diplomatiques demeurent ouverts mais prudents. La situation ne dégénère pas, au prix toutefois d'une incertitude prolongée. La crise devient un bruit de fond avec des effets limités mais persistants sur la coopération et la confiance, sans résolution nette. Une deuxième trajectoire, plus favorable, repose sur une clarification formelle dans un délai jugé raisonnable. Une décision claire enclenche alors un processus juridique identifiable et vérifiable. Même si cette issue ne satisfait pas toutes les parties, elle crée un précédent de coopération. La visibilité du cadre et du calendrier réduit l'ambiguïté. À moyen terme, cette clarté peut renforcer les mécanismes régionaux existants et diminuer les incitations aux actions clandestines. Le bénéfice principal n'est pas l'absence de conflit, mais la prévisibilité retrouvée. La troisième trajectoire est la plus défavorable. Elle correspond à un refus explicite ou à un enlisement prolongé qui entraîne une polarisation accrue. Les échanges se durcissent, les mécanismes régionaux sont contournés et la crise se déplace vers des mesures de rétorsion symboliques ou pratiques. Dans ce cas, la gestion du risque devient plus coûteuse. Chaque acteur anticipe des réactions adverses plutôt qu'une médiation collective, ce qui alourdit les coûts politiques, économiques et sécuritaires. De ces scénarios se dégage une recommandation de méthode. Si une décision est inévitable, alors sa lisibilité et son calendrier comptent autant que son contenu. L'enjeu n'est pas seulement l'issue juridique, mais la capacité des acteurs à réduire l'incertitude. Une décision tardive ou opaque peut nourrir les malentendus et favoriser l'escalade, même sans intention conflictuelle. La grille de lecture proposée n'invite donc pas à prédire l'avenir, mais à comparer les coûts relatifs des options, entre ambiguïté prolongée, clarification conflictuelle et polarisation ouverte. La différence tient moins à l'événement initial qu'à la manière dont il est géré dans le temps. Pour le public institutionnel, cette séquence agit d'abord comme un rappel des limites et des responsabilités. Les administrations et les forces de sécurité y lisent un signal sur la manière dont des crises transfrontalières peuvent se matérialiser sans préavis. L'attention se porte alors sur la coordination, la circulation de l'information et la capacité à agir dans un cadre légal clair, même lorsque la pression politique est élevée. La question centrale devient organisationnelle. Être prêt compte autant que trancher. Du côté des acteurs économiques et sociaux, la résonance est différente. Les entrepreneurs, les organisations professionnelles et les collectivités locales s'intéressent avant tout à la stabilité du cadre général. Une crise prolongée est perçue comme un facteur d'incertitude qui freine l'investissement et retarde les décisions. À l'inverse, une clarification, même exigeante, est souvent considérée comme préférable à l'ambiguïté durable. Ici, la prévisibilité pèse davantage que l'issue elle-même. Pour les citoyens, l'impact se joue sur le terrain de la confiance. L'exposition médiatique d'un dossier de sécurité peut accroître l'inquiétude, mais elle peut aussi produire l'effet inverse lorsqu'elle est associée à une réponse institutionnelle lisible. Le récit source suggère que la visibilité de l'action publique, lorsqu'elle est perçue comme assumée, renforce le sentiment que les autorités prennent en charge les risques au lieu de les minimiser. La sécurité devient alors un sujet discuté, parfois anxiogène, mais intégré au débat public. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode sert de référence comparative. Il nourrit des discussions sur la souveraineté, la coopération et la gestion des désaccords entre États voisins. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de repère non pour ses intentions supposées, mais pour la manière dont une initiative nationale peut provoquer une onde de réflexion plus large. La résonance dépasse l'émotion du moment et façonne des attentes durables quant à la transparence et au rythme des décisions. La suite proposée par la source s'articule autour d'un ensemble de pistes conçues pour se renforcer mutuellement plutôt que se succéder. Le premier axe consiste à maintenir le traitement du dossier dans un cadre juridique formel. L'objectif est d'éviter que des accusations graves restent au stade de déclaration politique. Cela implique des échanges documentés, des canaux officiels et des délais identifiables, même s'ils sont contraignants. Déplacer la controverse vers des procédures vérifiables permet de tester les faits plutôt que de laisser prospérer rumeurs et interprétations. Un deuxième axe
porte sur la coordination régionale. La source souligne que l'efficacité d'une demande d'extradition dépend moins de la pression publique que de l'activation de mécanismes existants entre États mains voisins. Consultation régulière, clarification des bases légales invoquées et gestion collective des retombées diplomatiques sont présentés comme des leviers essentiels. Dans cette logique, l'isolement accroît les risques, tandis que la concertation réduit les marges de malentendu. Le troisième axe concerne la communication interne. Informer les citoyens sans surenchère ni dramatisation est décrit comme un facteur de résilience sociale. Fournir des repères clairs sur le cadre, le calendrier et les limites de l'action publique permet de contenir les rumeurs et de stabiliser les perceptions, en particulier dans un contexte sécuritaire sensible. La visibilité est ici conçue comme un outil de réassurance, non comme un instrument de mobilisation émotionnelle. Enfin, un suivi régulier est mis en avant. Chaque avancée ou blocage doit être évalué non seulement par son résultat immédiat, mais par ses effets sur la confiance institutionnelle. Dans cette approche, Ibrahim Traoré est présenté comme l'acteur qui assume la cohérence de ces étapes, en reconnaissant que le succès se mesure autant à la solidité du processus qu'à l'issue juridique finale. Le fil narratif ramène finalement l'analyse à un niveau plus humain, loin des communiqués et des échanges diplomatiques. Derrière les termes juridiques, les scénarios stratégiques et les calculs institutionnels, la source rappelle que chaque décision prise au sommet se répercute sur des vies ordinaires. Villages, quartiers, familles, lorsque la sécurité est fragilisée, ce sont d'abord les plus exposés qui en supportent le coût avant même que les effets ne soient mesurés officiellement. Dans cette perspective, la demande d'extradition devient un symbole condensé. Elle représente le refus de laisser certaines menaces demeurer abstraites ou invisibles. La volonté affichée est de nommer publiquement les risques plutôt que de les diluer dans le silence institutionnel. Ce choix ne promet ni résolution simple, ni issue rapide, mais il assume la responsabilité de rendre les enjeux lisibles. C'est ici que le motif de responsabilité prend tout son sens. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un héros isolé, ni comme un arbitre omniscient. Il apparaît comme l'incarnation d'un moment où gouverner consiste à accepter que l'inaction est elle aussi un coût mesurable. Lorsque le choix devient public, le retrait cesse d'être neutre. Les chiffres, les procédures et les hypothèses retrouvent alors leur signification première. Protection ou exposition, continuité ou rupture, confiance ou doute. La conclusion émotionnelle n'est pas celle de la certitude, mais celle d'un poids assumé. Au terme de cette analyse, il ne s'agit pas de conclure par une injonction, mais par une ouverture. Le dossier examiné montre comment une décision juridique apparemment circonscrite peut devenir un révélateur de dynamiques beaucoup plus larges, rapports de forces régionaux, attentes citoyennes et limites des cadres de coopération existants. Ce type de situation ne concerne pas uniquement les gouvernements directement impliqués, mais tous ceux qui s'intéressent à la manière dont justice, sécurité et coopération peuvent coexister dans des contextes sous tension. Pour le public, l'enjeu est aussi informationnel. Suivre l'évolution de cette affaire, comparer les discours aux actes et observer les réponses institutionnelles permet de dépasser les lectures simplistes. Rester attentif aux faits vérifiables, aux délais annoncés et aux mécanismes réellement mobilisés aide à juger la cohérence des choix effectués dans le temps. Dans cette perspective, l'initiative associée à Ibrahim Traoré peut être lue comme un cas d'étude plutôt que comme un verdict définitif. La question demeure ouverte. Comment traiter des accusations graves sans affaiblir les principes que les États prétendent défendre? Réfléchir, débattre calmement et confronter les cadres existants à l'épreuve des faits constitue déjà une forme de participation éclairée au débat public,